Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h. Les titres 3-0. Le score paraît fleuve, mais répond aux attentes d'une population déterminée à voir son équipe être à la Coupe du Monde. Le 11 national a affronté ce jeudi l'équipe tanzanienne dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et puis, le procès Floribert Chebeya, la haute cour militaire a tenu une audience de restitution des faits à Mitendi à Mongafula dans les parcelles du général Zelwa Katangadi Djadjidja qui nie que Fidel Bazana, chauffeur de Floribert Chebeya, a été enterré dans une de ses concessions. Un invité dans ce journal, Rigobert Kouta, il est coordonnateur adjoint des forces politiques et sociales chargées de la mobilisation, un regroupement politique allié à l'UDPS. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. 5 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, dont 3 avec résidence à l'étranger, ont présenté ce jeudi au Palais de la Nation leur lettre de créance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit des ambassadeurs de la Serbie, de la France, de l'Australie et de la Gambie et de l'Indonésie. Un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Au Palais de la Nation, c'est jeudi, 5 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont frappé les portillons pour présenter leur lettre de créance. La cérémonie s'est déroulée dans la plus grande solennité. Exécutée avec maestria, la Marseillaise, hymne national français, a annoncé ses couleurs. Un nouvel ambassadeur de la République française prend ses fonctions en RDC. Reçu peu avant ses honneurs militaires par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voue toujours un culte sincère aux relations d'amitié et de coopération avec ses différents partenaires, Bruno Aubert a présenté sa lettre de créance. Il sera chargé de continuer à œuvrer au rapprochement opéré par Kinshasa et Paris depuis l'élection de Félix Tshisekedi en 2018. Titulaire d'une maîtrise en sciences sociales de la Sorbonne Nouvelle, cet ambassadeur succède à François Pujolas, en poste depuis 2018. La Serbie n'est pas en reste, elle sera désormais représentée en RDC par Miroljub Jevtic, ce Serbe de 66 ans et auteur d'une trentaine de textes dans les revues internationales et une quarantaine de livres dans les monographies. Un bagage nécessaire pour œuvrer à l'excellence des relations entre la RDC et la Serbie. Ce milieu est apparu certainement étranger pour l'ambassadeur Bront Moules qui a eu une résidence à Harare au Zimbabwe. Cette dame diplomate de carrière devient officiellement ambassadeur d'Australie. Des bons rapports, la République démocratique du Congo, les entretiens aussi avec la Gambie. La présentation des lettres de créance a donné l'occasion à Mahamadou Moussa, ambassadeur de la Gambie avec résidence à Abuja au Nigeria, paré de ses vêtements traditionnels, de s'entretenir avec le chef de l'État sur les liens d'amitié et de coopération. Le cérémonial protocolaire a été enfin déroulé à Mohamed Eri, ambassadeur avec résidence à Nairobi au Kenya. Autrefois ministre des Affaires étrangères, son premier contact avec le chef de l'État lui a permis de fixer l'horizon de la coopération entre l'Indonésie et la République démocratique du Congo. En séjour ici à Kinshasa, le vice-président du groupe de la Banque mondiale région Afrique orientale et australe et le vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique ont eu des entretiens ce jeudi au Palais de la Nation avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Leur mission à Kinshasa est de garantir le soutien de la Banque mondiale aux priorités stratégiques de la RDC. Un reportage de Kibambe Somo. La Banque mondiale félicite la République démocratique du Congo pour ses grandes réformes permettant le pays de se mettre sur la voie de la relance de l'économie nationale. Ce sont les propos du vice-président du groupe de la Banque mondiale région Afrique orientale et australe, Hafez Ghanem. Il a été reçu ce jeudi 11 novembre 2021 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en compagnie du vice-président régional de la Société financière internationale en mission conjointe à Kinshasa. Objectif de la mission, réaffirmer le soutien du groupe de la Banque mondiale aux priorités stratégiques de la RDC. Notre objectif, c'était vraiment de voir avec le gouvernement congolais et avec son Excellence le Président de la République les priorités du développement économique et ce que nous pouvons faire pour soutenir le Congo et pour soutenir le programme du gouvernement. Vous savez que l'économie mondiale a été négativement impactée par le Covid-19.
et l'impact de Covid. Mais nous voyons aujourd'hui que le Congo est en train de reprendre la voie de croissance et nous sommes là aussi pour être de bons partenaires. On a parlé surtout avec son Excellence le Président de la République de notre programme d'investissement dans les infrastructures, dans les routes, dans l'électricité, dans l'économie digitale. On a aussi parlé de l'éducation et le développement rural et la stabilisation de l'Est. Nous avons déjà commencé, et comme vous le savez, nous partons là tout de suite pour inaugurer un nouveau projet de développement de Kinshasa qui finance l'eau et qui finance les investissements dans les infrastructures urbaines. Nous allons aussi prendre à notre conseil d'administration le mois prochain un programme de 250 millions de dollars pour le financement du programme du gouvernement de stabilisation dans l'Est. Donc ce sont les investissements dans le de Kivu et l'Ituri. En même temps, d'ici le mois de juin, la totalité des nouveaux investissements de la part de la Banque mondiale seulement, ça va s'élever à plus que 1,3 milliard de dollars. Le vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique, Sergio Pimenta, a pour sa part insisté sur l'important programme d'investissement dans les secteurs privés en RDC. Du côté de la SFI, nous soutenons donc le secteur privé et le développement à travers le secteur privé dans une approche qui est tout à fait conjointe avec les approches de la Banque mondiale. Donc ici, nos opérations, par exemple, se focalisent beaucoup sur le secteur de l'énergie et de voir comment est-ce que l'on peut augmenter le taux d'électrification de la DRC et également sur les secteurs des télécommunications. Nous sommes très heureux de voir que la loi des télécommunications est passée et donc cela va ouvrir les opportunités pour augmenter l'accès à l'Internet pour la population congolaise. Et tout ça, l'impact de tout cela, c'est que ça va créer beaucoup plus d'emplois, cela va aider au développement des petites et moyennes entreprises et ce sont des sujets sur lesquels nous, du côté de la SFI, sur lesquels nous travaillons également afin d'apporter du financement pour ces entreprises. Et sur ce plateau, je reçois le porte-parole adjoint du chef de l'État, Madame Tina Salama, pour la lecture de quelques ordonnances présidentielles. Bonsoir. Bonsoir, merci Anita. Ordonnance numéro 21/086 du 10 novembre 2021 portant élévation à la dignité d'ambassadeur et nomination d'ambassadeur en République de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er, point 1 et 221, vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement ses articles 4, 5 et 19, vu l'ordonnance 72-234 du 2 mai 1972 portant création du corps des diplomates de la République et intégration dans le cadre des affaires étrangères, vu telle que modifiée et complétée à ce jour, l'ordonnance numéro 78-448 du 16 novembre de 1978 portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République, spécialement en ses articles 1er, 23, 24 et 26, vu l'ordonnance numéro 26/016 du 27 mars 2020 portant organisation fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, ministres d'État, des ministres,
des ministres délégués, des vice-ministres, vu les dossiers administratifs des agents dont les noms repris ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ordonne. Article 1er. Sont élevés à la dignité d'ambassadeurs et nommés en qualité d'ambassadeurs de la République démocratique du Congo les diplomates de carrière dont les noms et matricules sont repris ci-dessous. A. Aloul Ambim, matricule 399 795. 2. Banza Goy Katumwe Gédéon, matricule 403 067. 3. Boyoko Baello Desbray, matricule 530 274. 4. 5. Kachadile Boukassa Mouteba Pierre, matricule 407 720. 6. Djouma Kaouzeni Rachidi, matricule 750 426. 7. Ebe Monga Pierre, matricule 530 284. 8. Fundi Tanganyika Eloi, matricule 407 739. 9. Kabongo Goy Joska, matricule 480 796. 10. Kalanda Roma, matricule 421 650. 11. Kapend Yav Angwej Godefroy, matricule 403 115. 12. Kakoudia Kuntula Freddy, matricule 421 137. 13. Mbala Kabichi, matricule 480 781. 14. Kyungu Numbi Pascaline, matricule 473 552. 15. Langda Mbongi Apollinaire, matricule 558 404. 16. Kitwala Mouila, matricule 518 331. 17. Ngekene Bous Bill Pierre-André, matricule 558 451. 18. Nyakeru Kalunga John, matricule 403 093. 19. Nyakeru Njuma Jet, matricule 403 147. 20. Okitundu Ayaki Marie-Hélène, matricule 401 504. 21. Chinga Aouka Paul-Émile, matricule 270 334. 22. Wabenga Kalebo Théo, matricule 421 637. 23. Wanga Mubu Augustin, matricule 403 114. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 10 novembre 2021. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa le 10 novembre 2021, le cabinet du président de la République, Guy Lanyembo Vizia, directeur de cabinet. Merci Madame Tina Salama. Merci à vous Anita. Voilà, je le dis au titre, les Léopards se sont imposés 3-0 devant les Taïfs, stars de Tanzanie à Dar es Salaam, en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Zone Afrique, grâce à cette victoire, les Fauves congolais prennent une belle option pour les barrages avant la réception des écureuils du Bénin le dimanche prochain au stade des Martyrs. Retour en images. Le côté gauche. Plus rien ne sera marqué jusqu'à la fin de la première période, malgré plusieurs assauts tanzaniens. Et ça fait 2-0 pour les
À 5 minutes de la fin, Ben Malango, entré en jeu à la place de Bakambu, inscrira de la tête les 3. Voilà, le projet Kin et Lenda a mis en œuvre grâce au partenariat RDC Groupe Banque Mondiale en phase de matérialisation. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, représentant personnel du chef de l'État, a posé la première pierre pour le lancement du dit projet qui vise entre autres à renforcer les capacités de communautés ciblées, l'amélioration de la desserte en eau potable, la lutte contre les érosions. Après le lancement, le chef du gouvernement et la délégation du groupe Banque Mondiale ont visité les travaux de l'usine de traitement d'eau de Mbinza Ozone. Le Premier ministre a reçu l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Les échanges ont tourné sur le bilan de l'année 2021 de la mise en œuvre du plan stratégique régional de l'accord d'Addis Abeba. Pati Tumbango. Évaluer l'accord cadre d'Addis Abeba et les différentes stratégies des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a réussi à la primature Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour cette région. Pour ces diplomates onusiens, il était important pour cette fin de l'année de définir les priorités du gouvernement et de faire des projections pour l'année 2022. La fin de l'année approche, il est temps de passer en revue ce que nous aurions à accomplir. Je pense qu'aujourd'hui, entre les Nations Unies et la RDC, nous sommes complètement sur la même longueur d'onde sur les priorités à retenir. La stratégie régionale a été élaborée à l'issue d'une consultation, d'un processus de consultation très très large et basé sur une bonne écoute. Nous avons identifié une 50aine de priorités dans cette stratégie. Ce que nous constatons, c'est une adhésion générale, complète des pays de la région des Grands Lacs, notamment de la RDC, à ces priorités. Le Premier ministre est pleinement d'accord avec cette approche. C'est depuis le mois de juin 2021 que ce plan d'action a été mis en œuvre. Savez-vous ce que c'est l'armistice? Eh bien, c'est une convention signée par plusieurs gouvernements mettant fin à des hostilités entre armées en temps de guerre. À ce sujet, une cérémonie a été organisée et marquée par un défilé des anciens combattants en mémoire des vaillants soldats tombés sur le champ de bataille. Cette cérémonie a eu lieu à la place Force Publique dans la commune de Kasavubu. Un reportage de Jojo Ndimbo et Thierry Nzazi. Le monde célèbre le 11 novembre de chaque année la journée mondiale de l'armistice signée le 11 novembre 1918 qui a mis fin au combat de la Première Guerre mondiale. Ici, à Kinshasa, c'est une cérémonie haute en couleurs qui a été organisée à l'attention et en mémoire de tous ces vaillants soldats qui ont combattu sous le drapeau aux côtés des autres armées alliées. Plusieurs discours se sont succédés, notamment celui du secrétaire général des FARDC, le général Isidore Kaumbu, qui a, au nom du ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kourenga, déposé une gerbe de fleurs au mémorial des anciens combattants situé à la place de la Force Publique dans la commune de Kasavubu. Le même geste a été effectué par le général Padiri au nom du chef d'état-major général des FARDC. Cette cérémonie a été marquée par un défilé des anciens combattants ayant servi sous le drapeau, signalant que durant la colonisation, des milliers de Congolais furent enrôlés des forces dans l'armée coloniale belge. Aujourd'hui, ces anciens combattants sont pris en charge par l'État congolais dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions sociales. Procès chez Béa, la haute cour militaire a effectué une descente à l'audience militaire de Mitendi dans la commune de Mongafula, où elle a ouvert l'audience avant de se rendre dans différentes parcelles du général Zeloua Katanga Di Djadija, dans lesquelles, selon plusieurs renseignements, aurait enfoui le corps de Fidel Bazana, chauffeur de Floribert chez Béa, des faits rejetés par le général Katanga. Un reportage de Marie Kalong.
Tel qu'annoncé à l'audience précédente, la haute cour militaire qui juge au degré d'appel les prévenus Christian Kenga et Jacques Migabo pour le double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana a effectué le mercredi 10 novembre une descente à Mitendi, précisément dans les parcelles du général de brigade Zelwa Katanga Djadjidja, lieu où serait enterré Fidel Bazana. Après l'ouverture de l'audience en foraine sur l'esplanade du parquet militaire de Mitendi, la haute cour militaire accompagnée des avocats des parties civiles de la partie prévenue et le civilement responsable sont descendus premièrement sur l'avenue Palanka, localité de Mbala, quartier Kimvula numéro 11, dans la commune de Mongafula où habitait le défunt Mbanza, l'un des gardiens des parcelles du général Djadjidja. Sur place, la haute cour militaire a interrogé la locataire, Madame Searive. Ensuite, la cour a poursuivi sa descente sur les parcelles où serait enterré le chauffeur de Floribert Chebeya. Les prévenus Jacques Migabo et Doudou Ilunga ont confirmé à la cour que c'est bel et bien dans la dite parcelle qu'ils avaient enterré, bien que le fait date de plus de 10 ans. Parce que les déclarations qu'ont soutenues les parties civiles mais non partagées par le renseignant général Djadjidja. Le général Zelwa Katanga Djadjidja continue à nier que le chauffeur Bazana avait été enseveli dans sa concession. Cette descente s'inscrit dans le cadre de la restitution de faits telle que c'était déroulée en juin 2010. 55 millions d'euros, c'est le montant que disponibilise l'Union européenne dans le secteur judiciaire et de la police des provinces de l'Ituri, du Kasaï et de la ville de l'Équateur sur une période allant de 2021 à 2025. C'est l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Chatenier, qui l'a annoncé au gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Regardez. La coopération entre la RDC et l'Union européenne se porte bien. Cette organisation des États européens annonce un appui au secteur judiciaire, à la police et aux forces armées à la période allant de 2021 à 2025 dans les provinces de l'Ituri, de l'Équateur et du Kasaï. Objectif, contribuer à la restauration de l'autorité de l'État. Un montant de 55 millions d'euros est déjà disponible pour cette fin. Un bureau d'assistance technique pour la mise en œuvre de ce programme sera installé à Bougnan dans les tout prochains jours. Concrètement, d'un certain nombre de programmes que nous souhaitons mettre ici en place pour accompagner le rétablissement de l'autorité de l'État en Ituri. Nous allons avoir des programmes en matière de justice, en matière de police, en matière d'appui aux forces armées. Et nous avons choisi avec le gouvernement congolais que l'Ituri soit une des provinces prioritaires de notre action de coopération en matière de gouvernance. Parlant de la situation sécuritaire de l'Ituri, le chef de la délégation de l'Union européenne en RDC a salué les efforts fournis par les forces armées pour imposer la paix en Ituri. C'est une province qui est affectée par des groupes armés avec beaucoup de victimes et c'est pour moi l'occasion de marquer la solidarité de l'Union européenne, des peuples européens avec le peuple congolais, avec le peuple iturien qui fait face à ces atrocités. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC a visité le militaire blessé de guerre interné à l'hôpital général de référence de Bougnan. Une manière pour ces diplomates de témoigner de sa compassion envers ces militaires qui ont versé leur sang pour défendre le pays. Denis Kadima en visite d'inspection sur les sites du secrétariat exécutif provincial de l'antenne de Kinkole. Le président de la CENI a également visité les entrepôts de l'aéroport de Ndjili. Objectif, s'imprégner des réalités sur le terrain. Tétis Samba était dans sa suite. Cette première visite du président de la Commission électorale nationale indépendante sur terrain ce jeudi 11 novembre 2021 est partie du secrétariat exécutif provincial CEP de Kinshasa de la commune de Limete. Sur place, Denis Kadima Kazadi a été accueilli par madame le secrétaire exécutif provincial Anne-Marie Mukwayanzo qui s'est dite honorée par cette visite. C'était une occasion pour elle de présenter les doléances sur la mobilité des agents du CEP. Le président de la centrale électorale
électorale s'est rendu ensuite à l'antenne de la CENI de Kinkole en compagnie de quelques membres de son cabinet. Le personnel de cette antenne de la CENI a profité de sa présence pour exposer non seulement leurs problèmes, mais aussi pour proposer quelques pistes et des solutions au président qui s'est montré visiblement attentif à ses desiderata. Le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a clôturé sa ronde aux entrepôts de la CENI où sont gardés les différents matériels et équipements électoraux. 1 heure du temps ou presque a suffi à Denis Kadima Kazadi pour faire le point avec les gestionnaires au niveau central et local à l'aéroport de Ndili. Cela fait 50 ans que l'Institut national pour aveugles existe, un contraste tout de même. Cet institut des non-voyants est inondé par les voyants avec pour conséquence le manque criant des matériels didactiques. Pour ce faire, l'association Kinaccueil est allée à la rescousse de cet institut en leur octroyant une salle de réadaptation et des matériels didactiques pour les élèves non-voyants. Un reportage de Hérodis Kitoutou. Il était temps pour cet institut ayant pour particularité la formation et l'encadrement des élèves non-voyants. C'est une première depuis sa création qu'une des salles de la direction du primaire de l'Institut national pour aveugles bénéficie des travaux de modernisation et d'équipement 50 ans après. Et ce, grâce à un projet financé par l'association Kinaccueil. C'est une école adaptée pour des enfants aveugles. Nous avons constaté qu'ils avaient à peine du matériel. Ils n'avaient pas le papier braille qui est le premier truc de base. Matériel didactique daté encore des années 60, 70. C'est dit, le matériel, le bâtiment malheureusement, les enfants ont un nouveau départ. La salle de réadaptation, inaugurée à ce jour, offre une occasion à l'Institut bénéficiaire de la remise à niveau des élèves qui, à ce jour, ont eu des difficultés dans la maîtrise de l'écriture braille et de l'adaptation à la nouvelle technologie. Nous, élèves de la réadaptation, sommes très contents de votre visite dans notre école INAV. À l'occasion de la remise des matériels d'apprentissage braille, par l'ONG Kinaccueil pour assurer notre formation dans ce domaine. Ce projet va s'étendre dans d'autres provinces de la RDC. C'est par la ville de Kikwit, dans la province du Kwilu, que la ministre auprès le président de la République a bouclé sa tournée d'éveil patriotique. Une tournée, selon Nana Manouanina, a suscité dans le cœur de ses compatriotes le sentiment de solidarité, d'unité et de cohésion nationale. Jacques Kabouaba pour le reportage. Elle rentre à Kinshasa avec les sentiments du devoir accompli. La ministre après le président de la République, Nana Manonina Kyumba, a bouclé sur une eau satisfaisante sa tournée à Kikwit dans le cadre de la campagne initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la cohésion et l'unité nationale. Ce n'est pas pour nous les textes. La confiance vient de la connaissance. Nous devons travailler. Si nous sommes venus ici, c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, avec il est temps. Si nous voulons que notre travail nous change, il est temps. Personne d'autre ne viendra travailler à notre place. N'attendez personne. Que chacun là où il est, il est temps que nous puissions comprendre la division d'un pays. Près de 60 ans, les tribalistes ne nous a pas fait. Près de 60 ans, la haine des tribales ne nous a pas fait. Les népotismes ne nous a pas fait. Tout ce qui a compris malheur ne nous a pas fait. Et nous allons proposer la question. Tout Kikwit a apprécié ces messages et a promis son accompagnement de cette vision des grands de la nation dans cette campagne d'éveil patriotique. L'université de Lubumbashi, que dirige le professeur ordinaire Gilbert Kishiba, a organisé un forum scientifique sur la COP21 à la COP26, enjeux, contreparties et perspectives pour la RDC. Regardez. La salle Monseigneur Tchibangu a abrité ce mardi 8 novembre 2021 le forum scientifique sur la COP26 organisé
par l'université de Lubumbashi. Des experts de l'UNILU, issus de plusieurs domaines, ont donné leur savoir et solutions adéquates relatives aux questions liées au réchauffement climatique. L'UNILU offre ses atouts dans cette lutte pour la réduction des émissions de CO2 à partir de Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Puisque la RDC est partie prenante aux conventions, aujourd'hui à la COP 26, au niveau des négociations, lorsque nous mettons en œuvre la diplomatie écologique, nous attendons effectivement, et que le président de la République soit salué pour ce fait, la part de compensation pour les efforts consentis ou à consentir par les populations et nous tous pour le maintien de la qualité de la vie à l'échelle mondiale, de l'équilibre des biosystèmes et de la sauvegarde de la planète. C'est à la fois éthique et juste de la part des nations, pas seulement de reconnaître que la RDC est en droit d'attendre les contreparties par rapport à son apport incontournable du point de vue des équilibres, des écosystèmes, mais c'est juste aussi de concrétiser cette reconnaissance. Avec une concession de 8000 hectares, la ferme de la Lusushi, la concession du village Katanga, la ferme Naviumdu, les laboratoires, l'Observatoire des forêts claires du Congo et des projets innovants tels que l'agriculture intelligente, la plantation du bois rouge, la création d'une académie diplomatique, la bibliothèque spectrale du sol congolais, la prestigieuse université de Lubumbashi se lance dans la formulation des projets solutions face à ce fléau. De la COP 21 à la COP 26, enjeux, contreparties et perspectives pour la RDC est le thème autour duquel ont tourné les échanges. D'une superficie de 1500 hectares, le site d'Nkundi dans la province du Kassai oriental est aménagé par la société Bio Agro Business qui travaille en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. Une délégation du dit ministère a effectué une visite d'inspection pour évaluer la productivité annuelle du maïs. Marthe Mangaza pour le reportage. Faire de l'agriculture priorité des priorités en République démocratique du Congo n'est pas qu'un slogan. Le ministère sectoriel, en partenariat avec Bio Agro Business BAB, aménage des sites agricoles à travers le pays pour relever ce défi. Une délégation du ministère de l'Agriculture, conduite par Maître Armand Chamala, a effectué une mission d'évaluation du programme volontariste agricole dans la province du Kassai oriental. Les émissaires de Désiré Nzinga Birianze se sont rendus au site agricole d'Nkwadi, territoire de Tshilenge, où ils ont évalué le matériel utilisé dans ce site agricole de 1500 hectares aménagé pour la culture du maïs. Le chef de l'État l'a dit en une phrase très simple, la revanche du sol sur le sous-sol. Ça veut dire qu'avant qu'on entre dans les mines, ce pays était un pays essentiellement agricole. Nous avons été premier exportateur mondial de l'huile de palme, nous avons exporté l'huile de coton, et même la révolution industrielle de l'automobile. C'est l'EVA congolais qui a produit les pneus qui alimentaient l'industrie automobile en Europe et tout ça. Salut de ce pays que l'agriculture reprenne sa place, que l'agriculture fasse la revanche sur les mines. C'est par là que nous pouvons relever le niveau de vie des populations dans les milieux ruraux. Auparavant, cette délégation a eu à visiter la minoterie de la minière de Bakwanga Miba, ainsi que le point de vente de Bio Agro Business BAB en sigle. Le premier salon sur le numérique Kintech s'est ouvert aujourd'hui ici à Kinshasa pendant 2 jours. Les participants vont présenter les opportunités, les offres utiles et nécessaires pour les entreprises publiques et électriques pour la création dans la ville de Kinshasa des agences qui vont permettre de développer le numérique. Lisette Mujinga et Benjamin Zinga pour le reportage. Kinshasa abrite depuis ce matin le premier salon sur numérique Kintech organisé à l'hôtel de ville de Kinshasa. La ministre provinciale en charge de la communication, médias, culture et arts, Yvette Tabou Inangoy, a souligné que durant ces 2 jours, des expositions
des porteurs et offreurs de solutions numériques pour des institutions publiques et étatiques seront organisés. Selon les entreprises digitales, les développeurs purement congolais et particulièrement de Kinshasa exposent des solutions numériques pour plusieurs secteurs, entre autres les transports, l'état civil, la direction générale des recettes, la direction générale de publicité extérieure pour la collecte des taxes sur la publicité et bien d'autres. Il sera aussi question durant ces assises de présenter les offres utiles et nécessaires pour des entreprises publiques et étatiques. Kinshasa étant la ville pionnière du numérique en République démocratique du Congo à cause de ses avancées dans ce secteur et également la ville porteuse de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la création dans la ville des agences pour le développement du numérique. Notons que ces salons est le fruit des avancées de la gestion du numérique, mais également des matérialisations de la gestion administrative du gouvernement provincial de Kinshasa afin de montrer la voie à d'autres provinces en la matière. Et dans la province du Congo central, les activités de l'Office congolais de contrôle connaissent un ralentissement depuis quelque temps. Et pour se rendre compte, le directeur général intérimaire de l'OCC s'est rendu dans la dite province pour une visite d'inspection et de redynamisation des activités de cette entreprise commerciale. Jacques Kabawa. Pour redynamiser les activités, l'Office congolais des contrôles, le directeur général par intérim, Gabi Lubiba Mampouya, a foulé les sols de la province du Congo central. Dans la ville de Boma, le DGAI de l'OCC a présenté ses civilités et l'objet de sa mission à la maire de Boma, Marie-Josée Nyongo Swami, qui tient à soutenir l'OCC. Nous sommes à Boma dans le cadre d'inspection de nos activités et voir un peu comment l'OCC travaille. Et essayer aussi de rencontrer, comme nous venons voir la maire de la ville, nous allons voir les opérateurs économiques qui sont nos partenaires aussi, et ils ne sont pas là, l'OCC n'existera pas. L'OCC est l'interface entre l'opérateur et la population. L'OCC n'est pas un maillon le moindre pour accompagner l'action du chef de l'État, et ni par cette volonté politique qu'il est vite arrivé. Ensuite, le DGAI, Gabi Lubiba Mampouya, a tenu en rafale une série de réunions de sensibilisation et des prises de conscience professionnelles avec tous les agents et cadres de l'OCC, ainsi qu'avec les partenaires, notamment les opérateurs économiques et les déclarants en douane à Boma. Pour le directeur général, la volonté du chef de l'État de mettre le peuple au centre de l'action gouvernementale doit être matérialisée, d'où ces efforts fournis pour protéger la population en veillant sur la qualité des produits importés et produits localement. Le Centre national de télédétection dispose désormais des locaux viables pour permettre son bon fonctionnement. Le ministre de la Recherche scientifique et celui de l'Urbanisme ont procédé à la remise officielle des clés au CNT. Un reportage de Marie Kalong. Le gouvernement de la République vole au secours du Centre national de télédétection CNT. Il a disponibilisé des locaux au bénéfice de ces structures. Ce geste rentre dans le respect des engagements pris auprès des partenaires japonais. Les ministres de la Recherche scientifique et innovation technologique José Mpanda Kabangu et celui de l'urbanisme Pius Mwabilou se sont chargés de remettre officiellement ces locaux à ce centre devant la conseillère du chef de l'État Kelly Lundabululu. L'ambassadeur du Japon et le représentant de la coopération japonaise JICA ont remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa volonté qui tient au bon fonctionnement des activités du Centre national de télédétection. Aujourd'hui, nous avons visité ce locaux qui est destiné au Centre national de la télédétection dans la villa et aussi autour de la villa pour bien constater la situation de préparation. Le directeur général du Centre national de télédétection a exprimé sa satisfaction. Je suis tellement content en ce jour parce que nous sommes en train d'aller vers le bout du tunnel en ce qui concerne ce sempiterne problème de manque de locaux appropriés pour le travail des experts de CNT. C'est déjà acquis et nous tenons sincèrement
à remercier notre ministre de tutelle. Le ministre de Recherche scientifique et Innovation technologique, José Mpanda Kabangu, qui voit loin, préconise déjà la dotation du pays d'un satellite d'observation en partenariat avec SpaceBell, une agence spatiale européenne en Belgique. Rigobert Kouta, bonsoir. Vous êtes coordonnateur adjoint des forces politiques et sociales chargé de la mobilisation, un regroupement politique lié à l'UDPS. Vous organisez ce samedi une journée patriotique, une grande journée que vous dénommez l'Union Sacrée. Voilà, en fait, nous sommes membres de l'Union Sacrée. Donc, comme vous l'avez déjà dit, donc le 13 janvier, c'est samedi, dans quelques jours, donc le 13 janvier 2013, c'est la journée patriotique. À qui s'adresse cette journée patriotique? Comme invité, d'abord, premièrement, comme invité, ce sont les parlementaires, le sénateur, les partis membres de l'Union Sacrée, les regroupements politiques membres de l'Union Sacrée et leurs militants. Donc, c'est une journée qui aura lieu, comme je l'ai dit, le 13 janvier 2021, au siège des FPI, sur le boulevard Triomphal. Donc, cette journée est très essentielle, parce que ça sera un moment de soutien et de reconnaissance. Soutien aux institutions. Reconnaissance à tous ces parlementaires, sénateurs qui, à un moment donné, ont transcendé leurs intérêts personnels et ont rejoint les camps de l'Union Sacrée afin de faire avancer le pays. C'est aussi un moment d'information et de redevabilité, parce que il faut informer la population. Le gouvernement a le droit d'informer la population sur tout ce qui se passe. Ça sera un moment d'unité et de cohésion. D'unité de tout le peuple congolais, surtout de cohésion de ce que nous appelons l'Union Sacrée, ce parlementaire. Voilà, nous sommes en train de courir vers le temps. Nous allons quand même poser deux petites questions sur l'actualité. Le président de la République mise plutôt sur la diplomatie pour sortir la RDC de son isolement, mais certaines personnes le voient de mauvais œil. Votre réaction? Non, je pense qu'ils sont de très mauvaise foi. De très mauvaise foi. Aujourd'hui, comme les temps pressent, aujourd'hui, grâce à la diplomatie menée par le président de la République, on reconnaît au moins que nos forêts sont essentielles, que le Congo est une solution contre les dérèglements climatiques. Mais en même temps aussi, grâce aux efforts du président de la République, le Congo est devenu un pays ouvert, un pays qui compte. Donc, ce ne sont plus d'autres personnes qui parlent du Congo, mais ce sont les Congolais eux-mêmes qui parlent de leur pays. Voilà, les FRDC sont en train de reconquérir les villages des provinces sous état de siège. Donc, c'est-à-dire que l'état de siège porte déjà ses fruits. Bien sûr que l'état de siège porte déjà ses fruits. Depuis plus de 20 ans. Aucune solution. Des morts, des tueries, des massacres. Le président de la République arrive, avec le gouvernement, on propose une solution. On ne dit pas que c'est la seule solution. Il y aura d'autres solutions. Mais voilà. Pour le moment, c'est l'une des solutions qui marche. Bien évidemment, il n'y a pas que la solution militaire, il y a la solution des réinsertions, puis il y a les solutions économiques qui vont venir. Donc, le président de la République n'a pas dit qu'on commence l'état de siège et puis c'est fini. Il n'y aura plus de morts. Non, on ne l'a jamais dit. Vous savez, vous connaissez l'opération Barkhane avec les Français. Ça fait plus de 10 ans, je crois plus de 15 ans qu'ils sont au Sahel. Mais il n'y a pas de résultats, il y a toujours le terrorisme. Donc moi, je dis simplement que c'est une solution qui marche pour le moment. Mais j'insiste surtout à tous les parlementaires, à tous les sénateurs, à tous les membres de l'Union Sacrée qui doivent, pour qu'ils viennent, qu'ils soient là, le 13 novembre, à cette grande manifestation de la cohésion qui va démontrer que l'Union Sacrée, que notre coalition au niveau du gouvernement
tient et tiendra. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rigobert Kouta, je rappelle que vous êtes coordonnateur adjoint des forces politiques et sociales chargées de la mobilisation, un regroupement allié à l'UDPS. Merci beaucoup, bien sûr. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. Et avec le même plaisir, Serge Mata revient sur ce plateau à 23h pour une autre édition d'information. D'ici là, portez-vous bien, protégez-vous, le corona existe. Au revoir.